Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur les sessions de fonds de commerce et nos conseils pour réaliser cette opération incontournable. Je suis Antoine, entouré de Émilie et Nathalie, et nous allons animer ce webinaire. Désolé pour les quelques minutes de retard, j'ai tout fermé, tous les écrans juste avant de rejoindre la réunion, parce que je voulais pas être dérangé et j'ai un peu raté mon coup. Alors, Nathalie, bonjour. Merci de nous accompagner au Bonjour Antoine, bonjour Émilie. cabinet TGS France Avocat. Et Émilie qui dort, bonjour aussi. Bonjour à tous. Directrice des formalités chez Legal Vision, que vous connaissez désormais très bien. Nathalie, un grand merci déjà de participer à ce webinaire avec nous. Je vous laisse rapidement présenter TGS. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter les notions fondamentales de la session de fonds de commerce et de partager avec vous nos expériences et nos conseils pour réaliser au mieux cette opération. Je suis avocate au sein du cabinet TGS France Avocat. France Avocat fait partie du groupe TGS, créé il y a plus de 50 ans et qui propose une offre globale de services et de conseils aux entreprises dans des domaines variés, tels que l'expertise comptable, droit des affaires et l'audit historiquement, mais également dans les domaines de l'informatique, du conseil des ressources humaines et de la gestion du patrimoine. TGS France dispose également d'un cabinet de transactions, notamment de la transaction de fonds de commerce avec le cabinet Bocquier, ce qui va nous intéresser plus particulièrement au cours de ce webinaire. Comme vous pouvez le constater sur la carte, les 1700 collaborateurs et les 130 agences de TGS France sont répartis du nord au sud sur le Grand Ouest, de Lille à Bayonne. TGS France est membre du groupe réseau international aussi TGS Global. Pour sa partie, TGS France Avocat est un cabinet d'avocats spécialisé dans les entreprises et qui les accompagne dans tous les domaines du droit des affaires, tant en contentieux qu'en conseil. Et en quelques chiffres, c'est 30 ans auprès des entrepreneurs, 175 collaborateurs et 22 bureaux en France. Rentrons maintenant dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui, la session de fonds de commerce. Le programme est dense, on va donc le présenter dès à présent. Alors, la cession de fonds de commerce, c'est une opération qu'on peut considérer comme étant complexe car elle répond et obéit à des règles juridiques strictes et des formalités rigoureuses. Avec Legal Vision, on a souhaité ici vous présenter le webinaire sous 3 angles. Dans un premier temps, de rappeler les principes de la cession de fonds de commerce. On rappellera notamment la définition, le cadre légal du fonds de commerce, ainsi que les avantages et les inconvénients pour acquéreurs et pour vendeurs de la vente du fonds de commerce. On détaillera ensuite les étapes clés de cette opération avant de récapituler en synthèse nos 5 conseils pour réussir une cession de fonds de commerce. On va passer du coup sur notre premier chapitre, les principes de la cession de fonds de commerce. On va rappeler la définition. Qu'est-ce qu'un fonds de commerce ? Classiquement, on le définit comme un ensemble d'actifs corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une activité commerciale ou industrielle. On distingue du coup le fonds de commerce du fonds artisanal et du fonds libéral, puisque les règles spécifiques à la vente de fonds de commerce stipulées dans le Code du commerce ne sont pas applicables pour le fonds libéral et le fonds artisanal. Donc là, on va vraiment s'intéresser au fonds de commerce. Le cadre légal, il est régi par le droit commun de la vente et des actes de commerce, mais également par les règles particulières qui sont stipulées à compter de l'article L141-2 et suivant du Code du commerce, en vue notamment de garantir au profit de l'acheteur la consistance du bien vendu et assurer également la protection des créanciers du vendeur. On rappelle ici les objectifs principaux dans le cadre d'une vente de fonds. Alors, c'est de céder que l'actif, c'est-à-dire les éléments corporels ou incorporels, qu'on va détailler un peu plus loin, afin de protéger l'acquéreur en limitant les risques juridiques et financiers, puisqu'il ne sera pas concerné par le passif du vendeur. Ça lui permet aussi d'avoir le choix, en récupérant uniquement l'actif,
de prendre certains éléments corporels ou incorporels du fonds de commerce. On va pouvoir passer ici sur un schéma classique de la cession de fonds, ce qui nous permettra de le distinguer d'une opération voisine qui est la cession de titres de société. Donc, on a Monsieur Martin qui est associé et dirigeant à 100% de la société Martin, qui détient elle-même un fonds de commerce. Monsieur Dupont souhaite acquérir le fonds de commerce de la société Martin. Il crée à cet effet la société Dumont, dont il est propriétaire à 100%, afin que la société Dumont acquiert le fonds de commerce de la société Martin. On serait dans une cession de titres. Monsieur Dumont aurait acquis lui-même les titres détenus par Monsieur Martin dans sa société Martin, soit directement ou soit par la constitution d'une holding. Et du coup, il aurait récupéré en fait toute la société Martin avec l'actif, le fonds de commerce, mais également le passif, les créances et les dettes de la société Martin. Donc là, on va s'intéresser uniquement au fonds de commerce et on va revenir à ces éléments essentiels. Les éléments constitutifs du fonds de commerce, alors obligatoirement, il faut une clientèle. S'il n'y a pas de clientèle, il n'y a pas de fonds de commerce. Le fonds de commerce, effectivement, n'existe pas s'il n'y a pas de clientèle, ce qui distingue cette opération juridique d'opérations voisines telles que la cession du droit au bail ou la cession d'éléments corporels ou incorporels isolés. On peut effectivement céder une licence 4 et on peut céder des brevets ou des du matériel de façon isolée sans passer par une cession de fonds. On a également, en plus de la clientèle, d'autres éléments qui sont cédés généralement avec celle-ci. C'est le nom commercial et l'enseigne, le droit au bail, les matériels, le mobilier, l'agencement et l'outillage qui servent à l'exploitation du fonds, le droit au numéro d'appel téléphonique et l'ensemble des contrats nécessaires à l'exploitation du fonds. Tout ce qui est lié à l'eau, à l'électricité, au gaz, notamment. Et en fonction de l'activité, on va avoir également d'autres éléments qui peuvent être cédés, comme des droits de propriété intellectuelle, les droits d'usage du site Internet, de l'adresse de messagerie des réseaux sociaux et éventuellement des licences. On va maintenant récapituler ici les avantages et les inconvénients pour l'acquéreur et pour le vendeur de la cession de fonds de commerce. Alors, pour l'acquéreur, une cession de fonds de commerce lui permet de choisir sa propre structure juridique. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à la différence d'une cession de titre, il récupère que le fonds de commerce. Donc, le fonds de commerce, il a la possibilité de l'acheter en entreprise individuelle, sans constituer de société, ou en constituant une société sous la forme juridique qu'il souhaite, une SARL ou une SAS. Il y a aussi pour lui une absence de risque juridique et financier, puisque, encore une fois et pour rappel, la cession de fonds porte uniquement sur l'actif, à l'exclusion de tout passif. On a l'absence de cession des créances et des dettes également du vendeur, et l'acquéreur peut décider librement de reprendre les contrats qui ont été pris par le vendeur. Sauf bien entendu 3 types de contrats où le transfert de plein droit se fait automatiquement. Ce sont les contrats de travail, les contrats d'assurance et les contrats d'édition. Même si dans les faits, on voit que pour les contrats d'assurance, en règle générale, l'acquéreur, au moment de la vente, souscrit ses propres assurances, ce qui permet au vendeur de pouvoir les résilier, lui, de son côté. Le prix est séquestré également dans son intérêt, autant pour la purge des délais d'opposition, mais surtout pour ce délai de solidarité fiscale, puisque l'acquéreur, pendant 3 mois, ou un délai réduit, on le verra plus tard, demeure responsable solidairement des dettes fiscales du vendeur. On peut peut-être du coup se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire séquestrer le prix. Alors, le séquestre du prix, ce n'est pas une notion légale puisque c'est conventionnel. On va le voir un petit peu plus loin en détail. Le séquestre du prix permet de protéger 2 personnes, l'acquéreur et les créanciers du vendeur. Je vais continuer ici sur les avantages parce qu'on reviendra en détail tout à l'heure sur le séquestre.
Désolé, c'est moi. Je ferme les pop-up. Il n'a pas tout fermé finalement. Finalement. Désolé. Au niveau des avantages, ça lui permet, lui, de pouvoir céder séparément. Il peut céder séparément l'ensemble de son matériel. Le règlement du prix est comptant en un unique versement. Il n'y a pas de révision de prix dans le cadre d'une cession de fonds. C'est vraiment très rare, à la différence d'une cession de titres. Généralement, les frais d'acte, honoraires, frais accessoires sont à la charge de l'acheteur. Donc, le vendeur se retrouve souvent à ne pas payer de frais ni d'honoraires dans le cadre de cette opération. Et le vendeur peut conserver sa société pour une toute autre activité. Le vendeur peut très bien avoir une SARL qui souhaite finalement transformer en SCI pour utiliser le produit de la vente dans le cadre d'un investissement immobilier, par exemple. Ou reprendre une toute autre activité en cas de reconversion. Exactement. Ou reprendre une toute autre activité. Tout est possible. On le verra après. Il faudra discuter avec le vendeur de la suite à donner à cette société. Est-ce qu'on la dissout et on la liquide? Est-ce qu'on la transforme? Est-ce qu'on change son objet social? Ou est-ce qu'on la met en sommeil dans l'attente d'un achat futur d'un autre fonds de commerce? On va passer maintenant aux inconvénients pour l'acquéreur de la cession de fonds. Généralement, l'inconvénient majeur pour l'acquéreur, c'est un formalisme rigoureux et contraignant durant le temps de l'opération. L'opération, il faut savoir qu'entre les négociations et la signature de l'acte de vente, on peut être dans un délai de 3 à 6, voire 9 mois. Pourquoi? Parce qu'il y aura, en fonction de l'activité, des autorisations préalables à obtenir de tiers. On aura également des purges de droits de préemption à réaliser. Alors, on pense classiquement au droit de préemption de la mairie, mais ça peut être également du franchiseur, du bailleur. On a également des informations à donner aux tiers co-contractants. Donc, l'ensemble de ces formalités amène un formalisme très lourd et très rigoureux à respecter durant toute cette opération. Ça nécessite aussi peut-être pour lui de devoir conclure de nouveaux contrats ou d'assurer le transfert des contrats repris. À la différence d'une cession de titre où la société reste l'entité juridique reprise, ici, l'acquéreur va devoir conclure de nouveaux contrats et assurer la reprise des contrats, ce qui parfois se fait difficilement avec le tiers co-contractant. Les inconvénients pour le vendeur, il y en a quelques-uns aussi. Le premier, c'est la nécessité pour lui de procéder au remboursement des prêts. Alors, en règle générale, c'est fait par son conseil juridique qui est séquestre du prix de vente, mais il devra également solder les comptes clients et fournisseurs, clôturer les comptes bancaires et fiscaux. Il y a également pour lui des risques financiers si l'acquéreur décide de ne pas reprendre tous les contrats, et notamment les contrats de location longue durée ou les contrats de crédit baux, car si l'acquéreur ne les reprend pas, lui va devoir malgré tout payer toutes les échéances jusqu'à la fin du contrat avec des indemnités de pénalité dans le cadre du remboursement anticipé. Donc, il faudra bien veiller en amont à vérifier la nature du contrat et s'il existe, à voir si l'acquéreur peut le reprendre ou pas avant de négocier notamment le prix de vente. Il y a également un inconvénient majeur qui est lié au bail, puisque le vendeur va rester solidairement responsable du paiement des loyers et des charges pendant 3 ans à compter de la vente. Donc, le vendeur, malgré la vente du fonds de commerce et du droit au bail, va rester solidaire du paiement et des loyers de l'acquéreur. Si l'acquéreur ne paye pas ses loyers et ses charges, le bailleur peut très bien retourner voir le vendeur pour lui demander effectivement le paiement. Et enfin, un des inconvénients majeurs, c'est la durée d'indisponibilité du prix qui peut aller jusqu'à 5 mois et demi, voire 6 mois, avec la possibilité de réduire ce délai. On le verra tout à l'heure sur la gestion du séquestre. Nathalie, j'en profite pour poser une petite question. Il y a Aïcha qui pose une question assez intéressante, qui nous dit que le plus difficile, c'est quand même d'identifier une clientèle, si la clientèle
existe et la valoriser, cette clientèle. Et elle voulait savoir si vous aviez des conseils là-dessus. Alors, sur l'existence de la clientèle, il faut se dire que même lorsque le fonds de commerce est fermé, parfois on va avoir un local qui est fermé pendant 2 ou 3 mois, on peut considérer, au vu des chiffres et des bilans qui seront récupérés du vendeur, que la clientèle, s'il y a un historique au niveau du vendeur, elle peut encore exister. Maintenant, une fermeture de plus de 6 mois, 1 an, on sera vraiment plus sur la vente sur une opération qui s'appelle la cession de droit au bail. Donc, s'il n'y a pas clientèle, et si on considère qu'il n'y a pas, on peut aller sur la cession de droit au bail avec de toute façon un impact fiscal qui sera le même, puisqu'il y aura de l'impôt aussi pris dans le cadre de cette cession de droit au bail. Et sur la deuxième partie, qui est la valorisation du fonds de commerce, c'est là où des cabinets de transaction en fonds de commerce sont importants, sont fondamentaux, ou l'expert comptable également. Il est important de voir avec l'expert comptable du vendeur ou avec le futur expert comptable de l'acquéreur, au regard des bilans, la valorisation qui peut être mise en place. Il faut savoir qu'il existe certains tableaux aussi en fonction de la nature de l'activité. Je sais que le centre de gestion agréé, notamment les CGA-là, par exemple, ont transmis des répertoires annuels où on retrouve les pourcentages de valorisation qui sont donnés. Qui sont liés du coup à l'activité du fonds. Au niveau de l'activité, voilà, avec une valorisation faite en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires et notamment les ventes qui ont pu avoir lieu durant l'année à tel ou tel prix. Donc, ça peut être aussi intéressant de se renseigner sur ce point. J'espère avoir répondu à la question. Moi, j'ai à peu près compris. C'est que du coup, on avance. Alors, on prendra peut-être d'autres questions sur la suite, mais on essaie d'avancer pour essayer de tenir la demi-heure. On va maintenant avancer et détailler les étapes clés de la session de fonds de commerce. On vous a représenté ici schématiquement les étapes clés. Alors, je serais d'avis, Antoine, à ce qu'on puisse diffuser peut-être l'ensemble. Ouais. Donc, si ça vous va, des négociations à la gestion du prix de vente, puisqu'effectivement ici, on vous a présenté l'ensemble des étapes de la session de fonds. Alors, classiquement, ça va commencer par des négociations entre l'acquéreur et le vendeur directement, ou par l'intermédiaire d'un cabinet de transaction, encore une fois, avec la signature d'une première offre d'achat qui va reprendre les éléments essentiels des négociations. Le prix de vente, la date de cession, les conditions suspensives et les éléments qui sont vendus. Les négociations vont continuer entre la signature de l'offre d'achat et la signature du compromis. Le compromis sous conditions suspensives étant l'acte le plus important dans le cadre de cette vente, puisqu'il va reprendre l'intégralité de la négociation entre les parties. Il va reprendre les déclarations du vendeur et de l'acquéreur. Il va reprendre également les engagements de chacun, les obligations de chacun et les formalités indispensables à réaliser entre la signature du compromis et l'acte de vente. Dans ces opérations fondamentales à réaliser, on a les conditions suspensives, on a l'information des co-contractants à donner. Alors, ça va être les salariés, l'information des co-contractants et des tiers, donc les salariés, le bailleur, éventuellement le franchiseur, des agréments à obtenir avec, je pense notamment aux douanes, à la Française des Jeux, au PMU. Et on va également avoir la réalisation de contrôles et des travaux de mise aux normes, le cas échéant, à réaliser. Donc, le compromis reprend vraiment l'ensemble des négociations qui ont été discutées et validées entre les parties. Entre le compromis et l'acte de vente, comme vous pouvez le constater, il y a toutes les formalités à réaliser et éventuellement la constitution d'une société, puisque l'acquéreur, comme on l'a indiqué, peut très bien vouloir acheter en nom propre, donc sans société, ou acheter avec une société. Et dans ce cas-là, il faudra la constituer au plus tard 15 jours, 3 semaines avant la vente pour permettre
à l'établissement prêteur, au banquier, d'avoir un cabis et de pouvoir faire l'appel de fonds en bonne et due forme pour avoir le prix de vente en séquestre le jour de l'acte de cession. Et je préciserai à ce niveau-là que la constitution se fait sans activité, puisque la prise d'activité se fera au moment de la signature de l'acte. Effectivement, ça c'est très important, Oui. que la constitution se fasse sans activité dans le cadre d'une cession de fonds. Ce qui distingue la formalité d'une création d'une activité via une société, où là, ce sera directement créé avec activité. Exactement. Et suite à la signature de l'acte de cession, on aura les formalités post-cession et la gestion du séquestre du prix de vente à réaliser. On va donc pouvoir maintenant analyser les différentes actions à réaliser au cours de l'opération. Alors, ça peut paraître évident, mais c'est important de le rappeler, c'est de reprendre dans un premier temps l'ensemble des documents et renseignements sur l'acquéreur et le vendeur. S'agissant de l'acquéreur, s'il s'agit d'une personne physique, il faudra reprendre sa pièce d'identité, son livret de famille, son régime matrimonial, son expérience professionnelle, sa qualification professionnelle, son statut social, est-ce qu'il est salarié, est-ce qu'il est inscrit au Pôle emploi, est-ce qu'il est chef d'entreprise, tout ça pour vérifier si l'acquéreur peut bien acheter le fonds de commerce en fonction de la nature de l'activité, et également pour voir s'il peut bénéficier dans le cadre de son installation d'aides financières telles que l'aide au retour à l'emploi ou des allocations de maintien des maintiens d'allocation pour pouvoir permettre de financer aussi l'entreprise. S'agissant du vendeur, de son côté, on réclamera également les mêmes documents et s'il s'agit d'une société, il faudra commander en outre le cabis, récupérer les statuts sur Papers, récupérer un certificat de non-faillite au greffe pour vérifier qu'il n'y a pas de procédure collective en cours, ce qui limiterait ou nous empêcherait de pouvoir vendre le fonds, et vérifier aussi une petite astuce sur le BODAC, l'historique du vendeur. La deuxième étape, c'est d'informer et de conseiller les parties sur la cession. Donc, on va les informer concernant le vendeur sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux de la vente. Je vais surtout là axer un point sur l'aspect fiscal, puisque le webinaire est en dense d'un point de vue juridique, on n'a pas pu aller sur les aspects fiscaux. Mais en tout cas, il faudra bien vérifier au préalable avec l'expert comptable du vendeur l'opportunité d'aller sur une cession de fonds ou d'aller sur une cession de titres. Encore une fois, il existe des dispositifs fiscaux qui permettent une exonération de la plus-value payée. Et il y aura, en fonction de la situation du vendeur, une opportunité à aller sur une cession de titres plutôt qu'une cession de fonds, ou inversement. Donc ça, il faudra bien l'anticiper en amont, avant même de pouvoir signer une offre d'achat même. Il faudra également l'informer sur ses obligations légales et conventionnelles et sur le devenir de la société après cession. S'agissant de l'acquéreur, on reprendra également son statut social, lui conseiller une démission légitime ou une rupture conventionnelle, le conseiller aussi sur le choix de sa structure juridique. Est-ce qu'on va sur une société commerciale ou est-ce qu'on n'a pas le choix et on doit aller sur une SNC parce que l'activité nous l'oblige? Il y aura également les aides au financement de l'opération, le conseiller sur les aides à obtenir soit par la région, soit par la mairie, par la commune, le département, pardon, et également l'informer sur toutes les autorisations à obtenir en fonction de la nature de l'activité. Les agréments, par exemple, les stages à réaliser pour obtenir des permis ou pour obtenir tout simplement l'agrément et le sésame. Après les informer, il faudra vérifier aussi sur l'activité, il faudra analyser l'activité du fonds cédé. On va vérifier si elle est réglementée. Est-ce qu'elle est soumise à une qualification relevant notamment de la Chambre des métiers? Si oui, il faudra vérifier donc s'il a bien les diplômes ou l'expérience professionnelle en ce qui concerne l'acquéreur. Il faudra vérifier aussi si l'activité ne nécessite pas une autorisation, une licence, une capacité ou un agrément préalable, puisque sans ça, l'acquisition ne sera pas possible. Enfin, il faudra analyser l'ensemble des contrats, le contrat de bail, les contrats relatifs au social et les autres contrats. Je vois l'heure qui tourne, je ne vais pas pouvoir analyser plus l'ensemble de ces contrats, mais il est essentiel
d'accès sur ces contrats, notamment le contrat de bail, puisque très souvent, on se retrouve avec une négociation entre le compromis et l'acte de vente sur un renouvellement ou la conclusion d'un nouveau bail commercial avec le bailleur. Je continue sur la liste des actions, la négociation des modalités de la cession du fonds. Donc, il faudra bien évidemment négocier le prix de vente, la date de cession, le montant des marchandises rachetées, la réalisation des contrôles par le vendeur et les travaux de mise aux normes le cas échéant. Pour rappel, il y a des contrôles obligatoires, d'autres qui sont facultatifs. Il y a tous les transferts ou non des contrats non transmissibles de plein droit. Est-ce que l'acquéreur les reprend? Est-ce qu'il ne les reprend pas? S'il ne les reprend pas, quelles sont les conséquences financières pour le vendeur? Il faudra déterminer toutes les conditions suspensives et les conditions essentielles et déterminantes, et notamment rappeler au vendeur toutes ses obligations. Je les ai listées ici. Ce qui nous permettra de procéder à la rédaction des actes et réussir au mieux l'opération de cession de fonds de commerce. Je vais laisser la parole à Émilie qui va vous détailler toutes les formalités post-cession. Alors du coup, à partir du moment de la signature de l'acte de cession de fonds, donc le jour J, je vais le faire à ta place. Antoine ne suit pas. On a un court délai pour procéder à certaines formalités, notamment l'enregistrement de l'acte de cession de fonds de commerce, puisqu'on doit publier dans un JAL, donc un support habilité à recevoir les annonces légales, nouveau nom du JAL, et au BODAC dans les 15 jours. Donc ça veut dire que l'acte doit être enregistré avant d'être publié. Il faudra faire donc les prises ou radiations d'inscription, donc de garantie, et réaliser les formalités à l'égard de l'acquéreur et du vendeur. Les publications dans un JAL et au BODAC entraînent un délai d'opposition de 10 jours, ce qui nous amène à J+25 et à J+60. Je vous laisse reprendre, Nathalie. Oui, alors à J+60 et même dès le jour J, je reprends là sur la partie gestion du séquestre du prix de vente, puisque pour rappel, la gestion du séquestre du prix de vente a deux buts, notamment protéger les créanciers du vendeur et protéger l'acquéreur qui va demeurer solidairement responsable des dettes fiscales du vendeur pendant une durée de 3 mois, pouvant être réduite à 1 mois. Donc, durant ce délai de séquestre, le conseil juridique ou l'avocat qui va se charger de cette opération-là va devoir, dans le cadre de sa mission, procéder au paiement des oppositions reçues, donc des créanciers, des oppositions qui doivent être reçues dans un délai de 10 jours à compter de la publicité au BODAC pour qu'elles soient considérées comme valables. Avec l'accord de son client, il procède du coup au paiement de ces oppositions et il devra également procéder à la radiation des inscriptions qui figurent sur l'état des inscriptions en se rapprochant des créanciers inscrits, généralement la banque, pour effectuer le remboursement anticipé du prêt s'il y a lieu. Donc, le séquestre va devoir gérer ça. Il va devoir gérer aussi ce délai de solidarité fiscale avec l'aide de l'expert comptable, puisque en respectant plusieurs formalités, la première, aviser les services des impôts dans un certain délai, puis leur transmettre également dans un délai de 60 jours à compter de la publicité au JAL, la déclaration de résultats établie par l'expert comptable. Grâce à ces conditions-là, on va pouvoir réduire le délai de solidarité fiscale de 3 à 1 mois. C'est pour ça qu'au vu du calendrier qu'on vous a indiqué, on peut avoir la fin d'un délai de solidarité fiscale et un déblocage du prix de vente à J+105, comme on peut l'avoir à J+165 si les opérations, la déclaration de résultat, par exemple, établie par l'expert comptable ou si l'information à l'administration fiscale n'a pas été donnée. Voilà. On pourra revenir dessus si vous avez des questions tout à l'heure. On va rentrer un peu plus en détail sur certaines formalités. On va commencer par l'enregistrement. Donc, une fois l'acte de cession établi et signé, la première des étapes est l'enregistrement au niveau des impôts. Donc, il faut savoir que c'est réglementé par l'article 719 du Code général des impôts et cet enregistrement, les droits d'enregistrement se font via des plafonds, c'est-à-dire que
les plafonds du prix. Donc, en dessous de 23 000 €, on ne taxe pas, c'est 0 € de droit d'enregistrement. Et entre 23 000 et 200 000, pour être très large, le prix va être taxé à 3%. Au-delà de 200 000, on va avoir une taxation à 5%. C'est des droits d'enregistrement qui peuvent monter très vite. L'une des étapes les plus importantes, puisqu'elle va faire courir le délai d'opposition de 10 jours, c'est faire paraître les annonces légales. La première étant l'annonce donc au CHAL, avec les mentions obligatoires qui sont indiquées à l'article 500 R141-1 du Code de commerce. Donc, la première des mentions, c'est les mentions d'enregistrement. C'est pour ça qu'on fait l'enregistrement avant la publication, puisque les mentions d'enregistrement doivent être indiquées dans l'annonce. On indiquera bien entendu donc les références de l'enregistrement et le lieu où ça a été enregistré. La date de l'acte, ce qui est tout à fait classique. Pour l'ancien propriétaire et nouveau propriétaire, donc le vendeur et l'acquéreur, on va indiquer s'il s'agit de personnes physiques, de son nom, prénom et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, l'adresse du siège social. On indiquera également la nature et le siège du fonds, donc l'adresse du fonds et l'activité exercée, le prix. Et enfin, la dernière des mentions obligatoires est l'indication donc du délai d'opposition qui est fixé par l'article L141-14, donc à savoir 10 jours à compter de la dernière en date des publications. Généralement, la dernière en date des publications, logiquement, c'est la publication au BODAC, qu'on va voir juste après. Il faut savoir qu'on n'a pas d'annonce pas d'annonce obligatoire pour les cessions dans le cadre d'une liquidation judiciaire, donc qui sont soumises à l'article L642-5 du Code de commerce. Elles sont complètement exemptées d'annonces légales, donc il n'y aura ni CHAL, ni BODAC. Et certaines annonces, dans le cadre de redressement ou de procédures collectives, il y aura des annonces qui seront obligatoires, donc le CHAL et le BODAC restent obligatoires. Pour autant, on ne fixera pas de délai d'opposition puisque les créanciers ont été appelés à se manifester auprès du mandataire judiciaire. Et donc le BODAC, ce sera forcément la dernière des publications. Pourquoi? Puisque les mentions obligatoires dans le BODAC sont les mêmes que dans le CHAL et on y ajoute les références d'immatriculation du cédant et du cessionnaire, donc les numéros d'immatriculation et greffes d'immatriculation, et également la mention donc, du nom et de la date de publication du CHAL. Donc forcément, le BODAC est la dernière des publications à apparaître. Pour demander la parution au BODAC, on remplit un formulaire, donc vous voyez qui est magnifique. Je vous avouerai que nous, on l'a reformaté en Word pour que ce soit plus lisible. Ce formulaire complété est à transmettre avec la copie de l'attestation de parution et la copie de l'acte de cession au greffe qui demandera au BODAC de faire paraître l'annonce légale après l'avoir ressaisie. Et donc vous avez un visuel de ce qu'est un BODAC une fois paru. Les formalités à effectuer auprès du greffe du tribunal de commerce ou d'autres organismes selon l'activité, notamment la CMA, eh bien, elles sont multiples. Il peut y avoir beaucoup de situations et donc beaucoup de formalités différentes à établir. Si on prend une personne physique, on peut avoir une modification d'activité pour le cédant, c'est-à-dire qu'il rachète une activité qui ne faisait pas partie de ses activités. On va aller modifier l'activité pour adjoindre cette activité. On peut avoir, pardon, je suis sur le cédant, donc on va plutôt aller l'enlever que l'ajouter, puisqu'il ne l'exerce plus. On peut radier cette personne physique, donc cet entrepreneur individuel. On peut aussi décider de le maintenir au registre du commerce, ce qui équivaut à une mise en sommeil d'une société. C'est-à-dire qu'on va aller dire qu'il n'exerce plus d'activité, mais on demande le maintien de son immatriculation au cas où il rachète un autre fonds ou il crée un nouveau fonds plus tard. On peut avoir un transfert de son établissement principal, un transfert d'un établissement secondaire ou complémentaire, ou une fermeture d'établissement secondaire complémentaire. Pour les personnes morales, c'est à peu près la même chose. Donc, on peut modifier pour retirer l'activité, modifier son activité sur le CABIS, la mettre en sommeil puisque c'était sa seule activité. On peut décider aussi du coup d'aller la radier en passant cette fois par une dissolution, liquidation, transférer son établissement principal, transférer soit
vers une nouvelle adresse, soit vers un établissement secondaire qu'il avait déjà d'inscrit, ou fermer un établissement secondaire ou complémentaire. Pour le cessionnaire cette fois, donc on peut faire une modification d'activité, cette fois-ci en ajoutant la nouvelle activité, donc l'activité acquise. C'est mieux. On peut faire une reprise d'activité si préalablement il avait déclaré une cessation avec maintien en RCS. On peut reprendre du coup une activité via une cession de fonds de commerce. On peut transférer son établissement principal vers le fonds acquis, ouvrir un établissement secondaire complémentaire. Et puis pour les personnes morales, même principe, donc une modification d'activité par adjonction. Une prise d'activité pour les sociétés qui ont été justement préalablement immatriculées sans activité. Donc là, on fera une prise d'activité ou une reprise d'activité pour celles qui ont été mises en sommeil. Un transfert du siège établissement principal vers l'adresse du fonds, un transfert de l'établissement principal seul ou une ouverture d'établissement secondaire. Voire une modification d'origine du fonds. Attention quand même sur cette dernière formalité, la modification d'origine du fonds, si on prend un exemple, une immatriculation qui a été faite par création un peu à tort, puisqu'elle aurait dû être faite sans activité. On peut aller demander sur certains greffes à modifier l'origine du fonds, donc création pour indiquer l'achat du fonds, mais tous les greffes n'acceptent pas, notamment le greffe de Versailles refuse catégoriquement de modifier une origine de fonds. Une petite vérification à faire avant d'envoyer les formalités de l'acquéreur, dès lors que ça touche à un établissement. Vérifiez bien dans l'acte de cession que le bail a bien été cédé, donc le droit au bail a bien été cédé. Si ce n'est pas le cas dans l'acte, c'est que potentiellement il y a un autre bail qui a été conclu. Donc dans ce cas-là, il faudra bien penser à demander en plus le nouveau bail. On va vous présenter quelques slides sur comment déclarer certaines de ces formalités. On ne va pas toutes les faire, sinon je crois que je vais vous perdre en chemin. Mais on a choisi d'axer sur le plus classique, donc la prise d'activité pour les cessionnaires et la mise en sommeil pour le cédant. Comment ça se passe sur le guichet unique puisqu'aujourd'hui, on va passer sur le guichet unique, donc autant savoir de suite les endroits où il faut cocher. Donc là, sur le guichet unique, vous avez déjà rempli le numéro sirène, vous arrivez sur l'identification. La première des choses, c'est d'aller cocher l'établissement principal est fixé à la même adresse que le siège, oui, puisque là, on est sur une prise d'activité. Donc, on vient dire qu'on souhaite une prise d'activité, donc toute première question. Et si on met l'établissement principal à l'adresse du siège social, bien cocher oui à l'établissement principal, fixé à la même adresse que celle du siège. Suite à cette petite coche, on voit que le siège devient siège et établissement principal. Ils l'ont mis en automatique, ce qui est plutôt pas mal, donc on le voit bien. Et donc après, de façon classique, on va aller indiquer les activités en pensant à mettre à la fin l'origine du fonds, donc type d'origine achat, ce qui va permettre de débloquer donc les cases sur la droite. La publication, rappelez les références de la publication au CHAL, donc le journal d'annonce légale, et ce qui va permettre également d'avoir l'onglet sur l'ancien exploitant. Donc rappelez qui est l'ancien exploitant, donc personne physique, personne morale, avec le numéro d'identification, numéro sirène. Maintenant, on va voir la différence si vous décidez donc d'ouvrir l'établissement principal à une autre adresse que le siège social, ce qui est tout à fait possible. Dans ce cas-là, il faut bien penser à cocher à la dernière question, l'établissement principal est-il fixé à la même adresse que celle du siège? Il faut bien penser à mettre non, puisque derrière, on va... Hop là, oh, t'as été trop vite. Puisque derrière, du coup, on voit bien que le siège n'est pas changé, mais ils nous ont rajouté un petit onglet établissement principal. Et donc là, il va falloir indiquer toutes les informations de l'établissement. Donc déjà la date, ce qu'ils appellent la date d'effet de la modification, c'est la date d'ouverture de l'établissement principal. Rappelez donc la description, l'enseigne, le nom commercial, l'adresse et passer sur les activités en indiquant bien en type d'origine l'achat pour que ça apparaisse bien sur le calice. Les documents à fournir pour cette formalité, qu'elle soit au siège ou rattachée au siège ou pas, les documents sont les mêmes. Donc forcément, on va aller fournir l'acte de cession de fonds de commerce, l'attestation de parution dans un CHAL.
Si jamais le droit au bail n'est pas cédé, il faudra donc justifier de la jouissance de l'adresse, donc fournir le bail qui a été conclu ou tout autre document qui permettrait de justifier qu'on a bien la jouissance de ce local. Si l'activité est réglementée, normalement toutes les formalités ont été faites, à savoir typiquement sur un restaurant, faire un récépissé de mutation de la licence, ça a dû être fait avant, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure Nathalie. Eh bien, c'est l'intérêt de le faire avant parce qu'on va devoir le justifier auprès du greffe, donc il faudra fournir l'autorisation d'exercer. De même, si l'activité est artisanale et réglementée, il faudra fournir la qualification professionnelle, donc soit le diplôme, soit un justificatif d'expérience professionnelle. Et si vous passez par un mandataire, du coup, le pouvoir au profit du mandataire et le justificatif d'identité du mandataire. Ça pourrait être Legal Vision, ce mandataire. Ça pourrait. Au niveau du cédant, la formalité la plus classique, c'est la mise en sommeil, qui est quand même moins lourde que de passer tout de suite sur une dissolution liquidation qui demande des actes. On peut passer d'abord par une mise en sommeil. Là, cette fois, sur le guichet unique, vous allez non pas en modification, mais en cessation. Et vous cochez bien, donc il ne s'agit pas d'une dissolution et il ne s'agit pas d'une disparition de la personne morale, puisque là, on ne va pas radier la société, on va la mettre en sommeil. Et les écrans sont assez simples. Donc, il faut juste indiquer la date d'effet de la fermeture, donc qui correspond à la date d'entrée en jouissance pour l'acquéreur, et la destination, bien mettre vendu. Donc, vous vous rappelez la date de cessation d'activité. On est bien d'accord, vous l'avez mis avant, mais il faut le mettre 2 fois. C'est les joies du guichet unique. Donc, cette formalité est assez simple. La mise en sommeil est assez simple sur le guichet unique comparé à la prise d'activité. Il y a quand même beaucoup moins de champs à remplir. Et la liste des pièces à fournir, l'acte de cession de fonds, l'attestation de parution et si vous passez par un mandataire, du coup, le pouvoir. Ça peut être encore Legal Vision. Toujours. Je suis désolée, j'ai été très, très vite parce qu'on est déjà en retard et je ne veux pas vous mettre plus en retard. Donc, nos 5 conseils pour réussir une session de fonds de commerce. Bah, le premier est assez simple, respecter le calendrier sur toute l'opération de cession, parce que les étapes sont très précises avec des délais à chaque fois, donc pensez bien à respecter le calendrier. Identifier précisément les différentes étapes en amont de la cession de fonds, notamment sur les activités réglementées, les activités champ de nos métiers, bien les identifier, bien négocier, du coup, veiller à bien négocier l'ensemble des modalités de la vente de fonds avec les parties. Effectuer rapidement les formalités post-cession, notamment l'enregistrement, puisqu'on sait que le délai est très court et très peu réalisable, le délai de 15 jours pour publier. Donc, comme il faut faire l'enregistrement avant, il faut lancer très vite l'enregistrement aux impôts. Et assurer la bonne gestion du séquestre en vue de libérer au plus tôt le prix de vente du vendeur, puisque c'est un peu ce qu'il attend à la fin, c'est d'avoir son argent. Merci beaucoup Nathalie, Émilie pour cette présentation. Du coup, une opération complexe et rigoureuse qu'il faut bien anticiper, un respect du formalisme qui doit être parfait et vous faire accompagner par des experts. Je pense que c'est un peu la conclusion sur ce webinaire. Merci à tous d'avoir participé. On va prendre quelques questions. Avant de prendre les questions, je vous invite à répondre au sondage qu'on vient de mettre si vous souhaitez qu'on adresse des nouveaux sujets sur ce type de webinaire, n'hésitez pas à voter pour qu'on puisse les ordonnancer de façon la plus pertinente possible. Et à l'issue du webinaire aussi, vous aurez un petit sondage pour savoir si ça vous a plu, si vous avez des commentaires à nous faire pour les prochaines sessions. Et enfin, si vous souhaitez que l'on vous recontacte, TGS, vous pouvez être recontacté soit par TGS, soit par Legal Vision. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Prenons maintenant quelques questions. Est-ce que Nathalie ou Émilie, vous aviez identifié des questions qui pouvaient être intéressantes? Moi, j'en avais une qui me semblait bien par rapport à la garantie bancaire plutôt qu'une demande de séquestre. Oui, alors généralement, c'est le séquestre. On séquestre le prix de vente et le rédacteur ou le conseil du vendeur est séquestre du prix de vente.
Je n'ai jamais mis en place la garantie bancaire à première demande, notamment parce que ça a un coût financier, là où le séquestre n'en a pas. Donc, ça ne changerait pas non plus, ça changerait pas non plus les démarches obligatoires à réaliser pour procéder en fait au paiement des créanciers et pour protéger l'acquéreur. Donc non, on n'a pas mis en place de garantie bancaire par rapport à son coût et par rapport aux démarches de toute façon que le conseil du vendeur doit réaliser en tant que mandataire. Je vois une question par rapport au formulaire sur le Bodac, le magnifique formulaire qu'on a mis en screenshot. On peut vous l'envoyer, n'hésitez pas à nous solliciter. Et je pourrais même vous envoyer la version Word qui est beaucoup plus facilement complétable, voilà. qu'on a mis en place et que les greffes apprécient généralement. Envoyez-nous un petit email ou directement sur notre site web, faites une demande de contact et on vous enverra le document. Une question concernant le tiers désigné pour le séquestre, doit-il être dans le même ressort géographique que le fonds de commerce? Non, dans ce cas-là, on va distinguer l'opposition, la validité de l'opposition par rapport aux correspondances. Donc, on met une clause, un article dans l'acte de vente indiquant que les oppositions seront reçues pour validité au lieu du siège du fonds et pour correspondance au lieu du séquestre, en fait, là où se trouve le séquestre. Donc, si par exemple, moi qui suis sur Nantes, le fonds est au Mans, eh bien, on mettra pour validité le lieu du fonds au Mans et pour correspondance le lieu où je suis à Nantes. Voilà. D'accord. Corinne nous pose aussi une question concernant les sanctions si les formalités ne sont pas faites dans les 15 jours, enfin les formalités d'application. Est-ce qu'il y en a et si oui, quelles sont-elles? Non, il n'y en a pas. La seule sanction, c'est que vous retardez votre délai d'opposition et donc plus le délai d'opposition arrive tard, plus vous augmentez du coup tous les délais. Est-ce que vous avez eu d'autres questions auxquelles vous Ouais, souhaitiez? je vais en prendre une parce que c'est vrai que ce délai de 15 jours, il est fixé. Il n'y a pas de réelle sanction si ce n'est de retarder l'opération et le délai d'opposition des créanciers. Et la question, vous n'avez pas de retard de l'administration concernant l'enregistrement? Si, si, malheureusement, il est très rare d'arriver à avoir un enregistrement de l'acte de cession de fonds dans les 15 jours et donc de publier l'annonce légale dans les 15 jours. Généralement, les cessions de fonds sont quand même traitées en priorité par les enregistrements. Donc dans ce cas-là, il faut presser au maximum le SDE ou le service de la publicité foncière pour qu'ils enregistrent le plus rapidement possible. Et il y a une deuxième question dans cette question. Les mentions d'enregistrement doivent être toujours figurées dans l'annonce quand la cession ne fait pas l'objet d'un acte authentique. Alors, quand la cession fait l'objet d'un acte authentique, il n'est pas nécessaire de publier les mentions d'enregistrement. Quand c'est un acte sous seing privé, les mentions d'enregistrement sont obligatoires. Et s'il n'y a pas d'acte, puisqu'aujourd'hui, il est possible de réaliser une cession via des CERFA, on doit quand même indiquer l'enregistrement du CERFA. Merci Émilie. On a bien dépassé notre temps. Un grand merci à tous de nous avoir suivis jusque maintenant. On vous propose un prochain webinaire à la rentrée sur une thématique qu'on définira ensemble. N'hésitez pas à remplir le sondage. Encore une fois, répondez derrière nous. Et si vous avez d'autres questions ou avez besoin d'accompagnement sur ces opérations-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous, Antoine. De la journée très animée. C'est le déjeuner de Noël, effectivement. C'est le déjeuner de Noël. Voilà. Un grand merci pour votre aide dans la préparation de ce webinaire. Merci à vous pour votre accueil chaleureux. Tous vos conseils. À très bientôt. Et puis bonne fête à tous. Bonne fête de fin d'année. Au revoir, bonne fête de fin d'année également. Au revoir. Au revoir.